Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel événement des communautés métiers by Exia. Les communautés métiers by Exia, c'est quoi? Ce sont des espaces de partage et d'échange entre différents experts sur différentes thématiques, souvent reliées aux métiers que l'on propose chez Exia. Donc, par exemple, on va avoir une communauté data, une communauté DevOps, une communauté agile. Voilà, sur divers sujets. On a aussi une communauté ingénierie et aussi des thématiques un peu plus transverses, donc une communauté soft skills. Ce soir, c'est un événement un petit peu spécial puisque c'est un tout nouveau format que l'on propose, une radio libre DevOps animée par et pour les DevOps. Donc ce soir, on vous présentera 3 différents sujets et je laisse donc Rémi, Florent et Armel vous en parler. Et bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le moment où les micros merdent après tous les essais qu'on a fait. Du coup, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce premier meet-up DevOps, format un peu plus orienté radio. Donc là, c'est une première parce que on va avoir 3 petits sujets et surtout 3 intervenants aujourd'hui qui vont venir discuter. Donc moi, c'est Rémi Villain. Je suis accompagné de Florent Guillemette et d'Armel Souffrant. Vous avez le droit de caler un petit bonjour, un petit quelque chose, c'est votre moment. Bonsoir. Du coup, ce format, il est particulier. On a voulu qu'il soit un peu plus interactif. Donc surtout, si vous avez des questions tout du long, n'hésitez pas à les poser. Il y a moi et il y a Florent qui jetons un œil sur le chat pour récupérer les questions à la volée. Les sujets qui vont vous être présentés vont durer entre 10 et 15 minutes. L'objectif, c'est d'avoir justement un espace d'échange. On a prévu quelques questions ouvertes. Si vous avez des avis, ce genre de choses, on les recueillera à ce moment-là. C'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on soit un petit peu plus interactif que nos grosses présentations, parfois d'1 heure, où il y a juste un espace d'échange de 5 minutes à la fin. Donc aujourd'hui, on va mettre les slides en grand. Tac. Je ne sais pas si tu peux faire ça, Léa. Voilà, impeccable. Du coup, aujourd'hui, 3 sujets. Je dis pas de bêtises, si tu y arrives. Donc, on a 3 sujets. On a un sujet orienté sécurité avec CyberWatch, la détection de vulnérabilité et de conformité. Voilà, exactement. Ensuite, moi, j'aurai un petit sujet sur mes devs ne veulent pas faire de la CI, enfin, ne veulent pas toucher à la CI. Je vais vous montrer un petit peu les deux cas, qu'est-ce qui se passe quand ils veulent et quand ils veulent pas. Et en dernier sujet, on aura un retour d'expérience de Florent. Le retour d'expérience du retour d'expérience, finalement. C'est ça. Il nous avait fait un sujet il y a peut-être 1 an et demi oui, c'est ça, 1 an et demi. Quand on est Ops, de la transition de Ops à DevOps au bout de 6 mois. Et là, il y revient dessus au bout de 2 ans. Et du coup, on va pouvoir passer au sujet numéro 1. Bien, donc moi je suis parti pour vous présenter CyberWatch. Donc CyberWatch, c'est un produit que j'ai poké dans le cadre de ma mission, qui m'a semblé intéressant de vous présenter puisque du coup, il permet de faire de la détection de vulnérabilité et de conformité et d'automatiser aussi la partie reporting sur ces aspects. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous présenter un petit peu le produit, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai testé, vous donner quelques petites idées de mise en œuvre rapidement, et puis avant de conclure tout ça. Le programme du moment. Rapidement. On commence par une présentation du produit. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une vulnérabilité et une conformité. Donc déjà, les vulnérabilités, il y en a qui sortent chaque mois, il y en a énormément. C'est donc ce qu'on appelle vulgairement des CVE. On va en récupérer à peu près 1500 par mois. Donc, si on doit toutes les traiter manuellement, ça paraît juste improbable et impossible. Et surtout, à détecter par rapport à son parc, c'est impossible. Et du coup, CyberWatch tente de le faire pour vous. Quand même assez confortable. Comment ça s'installe un petit peu? C'est un serveur qu'on va avoir chez nous qui va nous permettre va collecter en fait les vulnérabilités et qui va les trier sur le volet. Il va permettre d'accueillir 2000 agents, donc en fait, il va permettre d'accueillir vos postes de travail, vos serveurs, c'est ça un agent. Et il va vous permettre d'afficher, de faire de l'affichage sur ces postes et sur ces serveurs grâce à son interface web qui va nous permettre de gérer l'administration globale de ces serveurs et potentiellement pousser certaines mises à jour, etc. Plusieurs méthodes d'installation pour ce serveur. On a des installations classiques. On installe un serveur Linux de base.
Et puis du coup, on va installer les services, une petite application. Ou autrement, on va avoir la possibilité de le mettre en Docker. Et ça, c'est quand même assez confortable quand on a besoin de le scheduler, de mieux gérer son versionning sur ces aspects-là. Donc des actifs, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs. Donc c'est un actif, c'est grossièrement un client final ou un serveur. On va pouvoir les installer de différentes manières avec un agent qu'on va installer directement sur les applications. Donc pour installer un agent sur une application, enfin grâce à une application, et derrière en fait cet agent, c'est l'agent qui va communiquer avec notre serveur pour lui envoyer les informations de l'actif en question. Voilà. Interromps, il y a une première question qui a été posée. Normalement, on doit avoir la question qui s'affiche pour tout le monde. Du coup, CyberWatch, c'est comme Calyx, en gros, détecteur de vulnérabilité. J'ai eu l'occasion de travailler, de regarder d'autres outils du marché. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur d'autres outils du marché, mais par contre, je suis hyper intéressé par le fait d'avoir des retours sur d'autres outils qui pourraient faire la même chose. Que justement, c'est l'objectif, c'est trouver un outil qui soit idéal pour pouvoir faire de la détection de vulnérabilité, de conformité et potentiellement le patching qui va avec. Il nous a été présenté comme un outil faisant du patching. Et du coup, on y reviendra un petit peu plus tard à ce niveau-là. Donc du coup, on va pouvoir installer donc, avec un agent. Sans agent, à ce moment-là, il va falloir que ça soit le serveur qui initie la connexion avec nos actifs. Donc forcément, il va falloir qu'on ouvre des ports pour ça. Donc ça veut dire qu'on ouvre des ports depuis le LAN serveur vers notre LAN client ou vers… Enfin bref, je vous laisse imaginer toutes les ouvertures de ports qu'il va falloir faire puisqu'ils sont notés 22, 81, 139, 440. Bref. En termes de sécurité, c'est moins bon, mais par contre, on va pouvoir avoir à peu près les mêmes résultats sur ce que l'on recherche, la détection de vulnérabilité. Et on va aussi avoir les possibilités de faire directement par scan réseau, où là, du coup, grossièrement, on va broadcaster le réseau et on va bien voir ce qui nous en ressort. Clairement, ce qu'on va pouvoir… En faisant clignoter 3 lumières chez les notre CIEM n'a pas trop aimé quand j'ai commencé à faire ce genre de choses. J'ai une question, moi, sur les agents. Est-ce que le fait d'installer un agent sur un poste, ça ramasse plus d'informations? C'est uniquement pour la gestion de flux Alors, c'est ce que j'ai mis juste en dessous. Plus on donne de droits, plus on a un champ d'action, plus le champ d'action est vaste. Ça veut dire qu'en fait, avec agent, quand on va l'installer avec un simple utilisateur, ça va donner assez peu de choses. Quand on va l'installer avec un administrateur, il va donner plus de choses. Et sans agent, on va avoir le même principe. Si je ne donne pas de compte utilisateur, je vais ramasser que ce qu'on voit depuis l'extérieur. Donc, grossièrement, on va comme si on essayait de faire un test d'intrusion, en fait. Si je lui mets un utilisateur lambda, à ce moment-là, je vais récupérer assez peu d'informations. Je lui mets un utilisateur, je lui mets route, là, il me remonte tout et ça sera on va récupérer la même chose qu'avec agent. Je vous présente juste très rapidement une interface. Il y a plusieurs… voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se met à l'intérieur. Je sais, c'est pas super grand. C'est juste pour vous le présenter rapidement. Il y a des tableaux de bord qui nous permettent de récupérer des chiffres sur tout notre parc en entier. Donc, en fait, ça peut être une vue qui est assez intéressante pour quelqu'un qui gère complètement un SI. C'est pas super intéressant pour un technicien. Par contre, du coup, on va aussi avoir des informations qui sont renvoyées par agent. Et donc, du coup, ces agents, on va avoir vraiment le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une première vue globale qui nous donne juste un graphe en nous disant est-ce qu'il est à peu près à jour notre actif. Ensuite, on va avoir les vulnérabilités qu'il contient. Donc, ça veut dire que toutes les CVE que vous voyez apparaître là sur l'écran, ce sont des vulnérabilités réelles qui sont sur le serveur. Donc, elles ont été triées par rapport aux applicatifs et par rapport à l'OS qu'on a sur cet actif. Ça, c'est ce que je trouve assez intéressant. Et encore plus intéressant pour la partie automatisation de patching, ça va être la gestion des correctifs où il nous dit pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune de ces CVE qui atteignent notre serveur, il vous suffit de faire ces mises à jour et ça résoudra l'ensemble des CVE qui sont en ligne. La conformité, c'est une autre partie qui gère, c'est se dire, pour faire en sorte qu'un serveur soit le plus étanche possible, il y a certaines best practices à respecter. Avoir un mot de passe long, faire en sorte que route ne soit pas autorisée en SSH direct, des choses comme ça. Et en fait, tout simplement, il vient
lancer un script qui va lui dire est-ce que cette règle, cette best practice, elle est bien en place ou pas. Sachant qu'on peut créer nous-mêmes des scripts, on peut aussi interagir avec tout ça, on peut en lancer de notre côté. Donc ça nous permet d'avoir une supervision de notre conformité d'équipement. Je vais vous expliquer un petit peu du coup ce que j'ai testé, sauf si vous avez des questions sur la partie vraiment un petit peu ce que j'ai pu tester, parce que j'ai pas pu tout tester. Pour l'instant, ils sont calmes dans le chat. C'est un peu séché. C'est ça, c'est là, ils sont Beaucoup déjà en train d'accuser le coup, là. Moi, ce que j'ai pu tester, donc j'ai pu tester des installations d'agents sur du Windows. J'ai pu essayer d'installer des KB. C'est pas quelque chose qui s'est super bien passé. Il faut avoir une grosse infrastructure derrière. Il faut que ça soit déjà relativement à jour pour que ça fonctionne. Il faut un serveur WSUS, sauf si on va chercher les mises à jour sur Internet. Mais bon, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Les tests de conformité, ça par contre c'est super, parce que du coup on récupère vraiment la configuration de notre serveur. Est-ce qu'il est potentiellement un maximum sécurisé par rapport au best practice? C'est quand même sympa. Et ça peut aussi nous faire du redémarrage à distance. Démarrage à distance est relativement bien, parce que ça nous permet d'avoir quand même une petite pop-up qui nous indique que dans 5 minutes le serveur va redémarrer. Et avant de redémarrer. Et ça c'est quand même pas mal. Alors, sur le serveur c'est un peu inutile. Par contre, pour un poste client, ça peut être pratique. Sur des Linux, j'ai pu tester avec une installation d'agents classique qui se fait grâce au dépôt directement de Linux. C'est quand même assez simple à mettre en place. Un petit uminstall. Je ne vais pas spoiler pour les tests de Florent. J'ai pu faire du airgap. Donc, le airgap, le principe, c'est de se dire j'ai un serveur, ok, je ne sais pas s'il est à jour, s'il est conforme par rapport aux vulnérabilités. Par contre, il est strictement isolé de mon réseau et je ne veux pas que mon serveur CyberWatch il puisse l'atteindre, que lui puisse atteindre le serveur CyberWatch. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un script qui nous ressort entièrement toute la configuration de ce serveur. On vient faire grossièrement un copier-coller du fichier qui en ressort, on le met dans le CyberWatch et du coup, il va vérifier les conformités et les vulnérabilités en fonction de ça. Donc, assez intéressant pour tous les postes réellement isolés. Les cibles réseau, ça nous permet de faire du test d'intrusion sur une cible IP ou une cible Internet type lien Internet HTTPS, HTTP. Voilà. Et du sans agent. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était on essaye, on vient tout simplement créer un actif sans l'avoir installé l'agent. Du coup, j'ai donné un nom d'utilisateur et un mot de passe pour faire en sorte qu'il puisse avoir une connexion. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai. Il y a plein d'autres technos qui sont prises en compte. Elles sont prises en compte par défaut. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Je suis un peu déçu parce qu'il faut avoir pas mal de matos quand même. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles à prendre en compte. Du Red Hat, on n'en avait pas sous la main, sur lesquels on avait le droit d'installer quoi que ce soit, de faire les tests, tout simplement. Parce que ça reste un POC, donc on n'avait pas mis ça en production. Donc, pareil pour le 1.2.6. Bref, c'est compliqué d'en avoir un sous la main, comme ça, où on peut faire n'importe quoi. Enfin bref, il y a plein de technos qui sont gérés et qui sont utilisables, que ça soit en termes d'OS, en termes de hardware, en termes applicatifs. Voilà, il y a plein de choses qui sont gérées. À partir du moment où il y a des cellules qui sont sorties sur un produit, normalement, CyberWatch le gère. Assez complet. Et je vous laisserai un petit peu chercher vous de votre côté tout ce qu'il est possible de faire avec. Enfin, moi, je me suis dit que une fois qu'on a accusé le coup un petit peu de ce produit, il fait ça, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que je pourrais en faire dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire à la suite de ça? Il a été vendu en tant qu'outil qui pouvait faire du patch management. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pousser des installations de KB. J'ai dit, ça me trouvais ça super utile. À partir du moment où on a déjà un WSUS, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça va nous permettre de le manager suffisamment. Par contre, tout ce qui est sur des dépôts Linux, ça marche super bien. Donc, ça peut se faire à partir du moment où les dépôts sont ouverts. On pourrait le gérer comme ça. Donc, on pourrait faire du patch management et d'OS et d'applicatifs. Voilà. D'enrichissement de SIEM, puisque du coup, ça permet de faire de la détection de vulnérabilité en avance. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un SIEM, ça peut être intéressant. Pareil, ça fait un pull de log, en fait, tout simplement. Donc, il va aller nous pousser des choses à l'intérieur. Validation d'installation, nous, ce qu'on se disait, c'est que potentiellement, à partir du moment où on a envoyé un technicien qui l'a installé
une nouvelle infrastructure, ça peut être intéressant de faire une validation d'installation en se disant c'est bon, mon infrastructure est bien conforme. La gestion de parc, d'audit de sécurité, enfin bref, il y a plein de possibilités. Je vous laisse imaginer encore bien d'autres et nous en transférer si vous le souhaitez, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir de nouvelles idées toujours. Voilà pour moi, j'ai trouvé que ce CyberWatch était un produit très intéressant pour toute la partie reporting sur toute votre infrastructure. Ça peut être super intéressant pour faire de la gestion de parc, etc. Vraiment, ça fait bien du reporting. Pour la partie patch management, c'est encore une autre histoire. C'est un produit qui est jeune et qui a encore un bel avenir devant lui. C'est une entreprise qui est de 2019. Très jeune et je pense qu'ils ont plein de choses à faire super intéressantes avec leur techno. Voilà pour moi. On passe sur la dernière scène des questions. À la suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, il y a un point que tu n'as pas abordé quand même, je crois que c'est que l'outil il est payant. Est-ce que tu as une gamme de prix de la licence ou est-ce que je te prends dépourvu? C'est vrai que... Non, j'ai l'ordre de prix et effectivement, ça reste un des gros points noirs, ce n'est pas de l'open source et c'est payant et on parle d'un coût d'environ 8 € par actif. Ok. Oui, c'est quand même... Oui, quand on le déploie sur tout un parc, ça commence à chiffrer assez rapidement. Sachant que par actif, oui, tu n'as pas... par exemple, un hyperviseur, c'est un actif, mais les VM dessus sont faits par actif aussi. Donc, très vite. Ça peut monter assez rapidement et donc du coup, il faut faire du scan de vulnérabilité. Enfin, on cherche des vulnérabilités sur plus importantes. Après, un actif, c'est à un instant T. Donc ça veut dire que si je le paye sur un mois, potentiellement, je peux l'avoir retiré le mois d'après. Du coup, tu m'as dit, il y a moyen de faire des patchs automatiques, etc. Cette partie automatisation, tu as pu jouer un peu avec ou... Il y a des API. Il y a des API qui sont super bien faites avec des templates Python. Ils ont une grosse librairie Python pour gérer tous ces API. Fonctionne vraiment très bien et tout ce qui est faisable avec un clic-bouton, c'est faisable en API. À partir du moment où c'est ça, on se dit que l'automatisation, ça va bien se passer. On va peut-être pouvoir passer au sujet numéro 2. Sujet numéro 2. Mes devs ne veulent pas toucher à la CI. Donc c'est un petit sujet retour d'expérience que je vais vous présenter vis-à-vis de mes 2-3 dernières missions. Donc, premier contexte, c'est dans un monde où on contrôle tout. Donc quand je dis on, c'est moi. C'est un projet où je suis dans une équipe qui encadre une trentaine de produits environ. Et cette équipe, du coup, va manipuler différents types de technologies, du Java, du JavaScript. Java, il va faire du Maven ou du Gradle, etc. Enfin bref, tout un tas de technos qui sont légèrement différentes, mais ce n'est pas des trucs très exotiques non plus. Donc moi, sur cette équipe, je suis responsable de la CI et la CD pour tous ces projets-là. Donc CI, donc la partie packaging, création des sources, envoi sur les serveurs, etc. Enfin jusqu'à la CD, c'est-à-dire envoi sur les serveurs et mise en production. Du coup, je suis libre de faire ce que je veux. Enfin, dans un monde où les devs n'ont pas envie de toucher la CI, je suis seul responsable. Donc, si j'ai envie de tout changer et de dire demain, je fais une refonte de la chaîne d'intégration continue parce que on a fait des trucs où c'était un peu des vieilleries, on n'avait pas utilisé les bons mots-clés de GitLab CI, ce genre de choses, j'ai pu le faire. Moi, je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai fait. Et globalement, là-dessus, tout s'est bien passé. Par contre, toujours dans un monde où je contrôle tout, forcément, il y a des petits trucs qui vont venir interférer avec ce plan idéal avec mon plan idéal de contrôle du monde. Déjà, il faut faire attention à ne pas être seul au monde, à se retrouver sur son île déserte, à faire toutes ces actions et ne pas se préoccuper des gens pour lesquels on les fait. À la base, quand on est dans une optique DevOps de fournir des produits, fournir des solutions d'intégration continue, de déploiement continu, en fait pour la cible, c'est nos développeurs pour lesquels on travaille, quoi. Donc pour moi, quand on est tout seul sur le projet, il faut faire attention à ne pas se perdre et à ne pas se retrouver trop isolé. Et second problème, c'est vous devenez la hotline. C'est-à-dire que il y a le moindre souci, du coup Rémi, c'est toi l'expert DevOps de l'équipe, tu pourrais regarder, on a un souci, il y a Jenkins qui marche plus.
Bon, bah, quand on va voir Jenkins, je crois que le message, c'était il y a un problème dans votre pomme, quoi, dans la version de votre pomme. Donc en fait, le problème, c'était Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas Java et Maven. Le problème, c'était pas Jenkins, c'était justement le Maven. Donc c'est plus un problème, entre guillemets, de développeur. Mais du coup, le peu que vous avez une interaction négative avec votre objectif, avec votre chaîne de CI, peu que votre CI va ressortir une erreur, les gens vont avoir tendance à pas se poser la question de est-ce que c'est une erreur d'intégration continue ou est-ce que c'est une erreur d'utilisation. Ils vont directement venir vers vous, quoi. Deuxième cas marrant, ouais, c'est une personne qui m'a dit c'est urgent, je dois mettre un patch en prod et j'ai la CI qui me bloque, qui m'empêche de mettre mon patch en prod. Bon, bah, quand j'ai discuté avec le développeur, la solution c'était de cliquer sur je merge sans attendre les tests sur GitLab CI. Donc c'est pour dire que quand il y a une déconnexion totale, le choc peut être violent. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur les plus et les moins, hein, c'est ce que je dis, c'est que l'avantage quand c'est vous qui contrôlez tout, quand vos développeurs ne veulent pas toucher à votre CI, c'est que bah, ça vous facilite la gestion du changement. Vous pouvez faire des gros changements, des gros travaux, il n'y aura personne pour venir vous challenger. Vous pouvez aller sur des processus plus pointus, vous pouvez faire des trucs à la pointe de la technologie en intégrant les dernières technologies, etc. Est-ce que toujours pour le mieux, ça, bah, si vous avez perdu la vue du développeur, le développeur vous dit, mais aussi bien tes rapports, t'es bien gentil, tu les génères à chaque fois, mais on n'a pas le temps de les lire. C'est peut-être pas la peine de griller du gaz à chacune de vos CI, quoi. Et bah, le gros défaut, c'est bon, on doit s'occuper de tout le support, on doit s'occuper. C'est un peu logique. Du coup, naturellement, il va y avoir une question qui se pose, hein, c'est est-ce que c'est pas mieux quand les devs s'y intéressent un petit peu à notre CI? Moi, dans les choses que j'ai remarquées, dans une autre mission, où justement, là, les développeurs ont été amenés à prendre en main ce qu'on leur fournit, c'est-à-dire qu'il y avait cette partie-là, on crée des processus, on crée des méthodes, mais derrière, c'était aux développeurs de le récupérer et de l'implémenter. Bah, quand c'est comme ça, il y a deux choses qui arrivent, c'est que bah, il y a une vision simpliste dans les projets. C'est-à-dire que le développeur, il va vous challenger en disant pourquoi tu as fait toute une usine à gaz alors que moi, il me fallait juste ce petit bout-là. Et bah, c'est bien d'avoir un petit peu des reality checks entre on a envie de faire, parce que nous, on est entre guillemets des gens passionnés, on a envie d'aller plus loin, de faire des process toujours plus globaux. Et finalement, parfois, bah, on donne un lance-flamme alors qu'il suffit d'avoir une fronde. Et on arrive à ce travers-là. Et bah, c'est illustré aussi par la petite deuxième image que j'avais mis. Et on en revient toujours sur la différence entre ce qui est demandé, ce qui est attendu, etc. Et donc, quand vos devs s'intéressent à ce que vous faites sur la CI, bah, vous réduisez la marge entre ce qui est attendu par les développeurs et ce que vous fournissez. Donc, beaucoup moins de dérives et ça évite de se retrouver avec une balançoire 2.0 alors qu'un simple pneu suffisait. Par contre, parce que là, du coup, j'ai dit, bah, c'est bien quand les devs s'occupent de ce qui se passe sur la CI, c'est que derrière, il faut faire attention au public que vous avez et à ce que vous annoncez. Donc là, j'ai pris un exemple dans une de mes missions. On a fait une migration. L'idée, c'était on stockait des sources à un endroit, on voulait les stocker dans un autre outil. Donc on leur a dit, vous inquiétez pas, on travaille, le plan est sur 1 an et demi, on travaille tous ensemble pour qu'à la fin d'1 an et demi, ça se fasse en toute transparence. Bon, bah en fait, on venait d'annoncer qu'il y avait une météore qui allait tomber sur le SI de la boîte et que tout allait exploser dans 1 an et demi. On a créé en fait une panique parce que bah, les développeurs n'avaient pas forcément toutes les connaissances, les tenants, les aboutissants. On a créé vraiment une panique où il y avait il y a une panique, une psychose qui s'est installée et les développeurs avaient une perte totale de confiance, quoi. Donc il faut faire attention aussi si les développeurs s'en occupent, il faut les chouchouter un peu, vous avez de la chance, vous avez des gens à qui parler, mais il faut vraiment être clair dans vos communications et dans ce que vous voulez amener aux développeurs. Du coup, on arrive sur un peu un bilan classique, hein, c'est le plan de philo par défaut, thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Finalement, est-ce que c'est pas un peu mieux le meilleur le bilan classique? Est-ce que c'est pas la solution, pas le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire que globalement, les développeurs vous font confiance pour les grosses nouveautés, et quand vous avez terminé vos nouveautés, vos évolutions, et vous prenez le temps de revenir vers eux pour leur partager
et que eux s'approprient ce que vous êtes en train de faire et puissent vous faire du retour, quoi. Pour terminer, moi je donnerais quelques conseils. Si vous êtes tout seul à vous occuper de la CI, que vos développeurs ne veulent pas vous en toucher, ne veulent pas y toucher, allez chercher d'autres communautés, allez chercher d'autres équipes. Par exemple, vous pouvez aller discuter avec les DevOps d'autres équipes, qui eux aussi vont avoir des idées, des problématiques dans le même SI. Globalement, ils évoluent dans le même SI que vous. Donc, vous allez peut-être pouvoir récupérer des bonnes idées, du bon partage. Donc, on en revient toujours sur l'aspect communautaire, mais si vraiment vous êtes tout seul, c'est important de travailler sur cet aspect communautaire. Et j'insiste, je reviens, c'est vraiment l'idée fondamentale. Et vous travaillez avec les développeurs, donc il faut être au contact des développeurs, il faut être au contact de vos utilisateurs, sinon vous allez forcément faire quelque chose qui n'est pas hyper pertinent. Et du coup, si jamais vous voulez rentrer dans un modèle où vous allez travailler avec les développeurs, ou en tout cas les inviter à participer un maximum, dans ce cas-là, il va falloir faire des choses, il va falloir éduquer votre population, il va falloir les éduquer, il va falloir créer des quick start. Un développeur qui n'a pas l'habitude d'utiliser GitLab CI, il n'a pas envie de taper les 150 pages de documentation pour comprendre ce qui se passe. Par contre, si vous lui fournissez un exemple simplifié, très clair, que vous lui donnez un quick start avec un template où il va pouvoir remplacer certaines choses, ce genre de choses, ils vont pouvoir progressivement s'approprier et devenir plus autonomes et réduire, vous, votre charge d'intervention. Voilà pour les dernières idées que j'avais à faire passer. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai 2-3 pour vous, là, mes chers interlocuteurs, Florent et Armel. Là. On a fait écouter. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'un des deux styles, en mode seul au monde, vous faites des choses et les autres les subissent, ou au contraire, vous êtes très dépendant de vos utilisateurs? Ok, je commence alors. Non, évidemment, moi, vu qu'on a été dans le même contexte, forcément, ce que tu dis, je triche. Voilà, c'est normal, on va tricher un petit peu, mais effectivement, fournir des applications, des applications blanches, des CI, CD, pour déployer ce genre d'applications, les fournir comme exemple aux développeurs, c'est une bonne idée. Le développeur, des fois, vraiment, voilà, même avec une doc très fournie, avec des exemples, il a déjà un modèle tout préfet qui peut copier-coller, ça aide. Et c'est d'ailleurs un très bon modèle en fait pour les formations, pour les ateliers avec le développeur, pour l'acculturer sur ce genre de problème. Les starter kits finalement, les start aussi, ça aide pas mal. Peut-être attention de faire des starter kits ou quick start qui sont trop justement faciles en fait, où le développeur il met 3 variables et puis c'est bon. Là aussi, il peut finir par perdre aussi finalement la connaissance justement de la CI/CD finalement. Et aussi une chose par rapport à par exemple une équipe de développeurs dont ils sont évalués sur le produit qu'ils livrent finalement. S'ils ont trop en main au niveau CI/CD, il peut leur arriver de squeezer la partie test, qualité, sécurité pour aller un peu plus vite. Ça peut arriver. Et du coup, il faut revenir faire l'arbitre. Et des fois, il faut dire non, justement, on a quand même besoin de ce rapport. Juste pour éviter. Du coup, dans le chat, si vous vous reconnaissez sur l'un des exemples, manifestez-vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres retours, ou même des contre-avis, on est preneur. On n'a pas la science infuse, on a quelques années d'expérience, mais c'est toujours bien de prendre des expériences des autres. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. La problématique que j'ai souvent rencontrée, en fait, c'est le manque de connaissance du besoin de base. C'est-à-dire que souvent on nous explique, ouais, ça serait bien qu'on ait une CI/CD, oui, mais en fait, ça veut tout dire et rien dire. En fait, pour vraiment faire en sorte de ne pas se planter comme ça, c'est vrai que souvent le cahier des charges, être capable de se retourner vers un cahier des charges, trouver ça beaucoup plus agréable. Même si des fois, c'est même à notre charge de créer au départ le cahier des charges, ça nous permet aussi de savoir vers où on va et de pouvoir se retourner vers ça et en disant aux développeurs, en fait, si jamais ça ne correspond pas à ce que vous recherchiez ou que c'est pas adapté à ce que vous recherchiez, c'est vrai que se retourner là-dessus en se disant, c'est qu'au départ, il y a eu une erreur et il faut peut-être recadrer et retravailler un petit peu sur le cahier des charges. C'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant.
Il y a des petits formulaires pour poser plein de questions aussi. Et là, j'ai un retour. Les tests unitaires, c'est pas ce qu'on bypass en premier normalement. Alors moi, j'ai des projets où les tests unitaires mettent littéralement 1h30 à 2 heures à s'exécuter. Donc, il peut y avoir une très forte envie de dire il est vendredi soir, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc, il y a un ou deux, ou une ou deux étapes de test. Oups, elle a disparu. Ouais. Ça arrive à tout le monde de griller une étape. Malheureusement, on est tous sujets à ça, nous y compris. Oui, c'est pas moi, parce le premier, qu'effectivement, moi, on est entre guillemets, le DevOps, c'est un petit peu entre les devs qui veulent aller très vite et les ops qui disent non, surtout pas, on bouge pas, ça marche, ça bouge pas. Donc, c'est vrai qu'on est entre les deux, mais ça arrive à tout le monde aussi de griller une étape et c'est plutôt logique. Oui, c'est ça, pas de jugement de valeur. Hein, vous inquiétez. Pas de test shaming. Et ben, on peut passer au sujet numéro 3. Eh ben, c'est parti. Moi, un sujet peut-être un peu plus léger finalement et peut-être aussi plus subjectif. Retour d'expérience d'un retour d'expérience finalement. Donc tout d'abord, je vais remettre un peu de contexte. C'est un retour d'expérience donc un meet-up qui a été réalisé il y a 1 an et demi de ça. 1 an et demi, ouais. Voilà, un peu plus d'un. Donc juste voilà pour redémarrer et reprendre depuis le début. Donc deuxième confinement, j'arrive à Nantes. Voilà, je fais un petit peu de veille à côté, je fais de l'Ansible à côté, mais pas de manière professionnelle. Et je sais que l'automatisation, le DevOps, j'en ai une vague idée, mais voilà, pas été confronté au problème dans ma précédente entreprise. Donc voilà, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des besoins, mais comme je ne rencontre pas, et forcément, on s'investit pas vraiment. Donc j'intègre Extia, première mission au sein d'une infrastructure, d'une très grande infrastructure, d'un client avec une très grande infrastructure. Et là, un peu la première claque, mais il va falloir automatiser, quoi. Donc pour l'instant, c'était du scripting, pas vraiment comment dire, on parle pas encore de GitLab CI, tout ça. Mais déjà, ça permet de faire déjà un changement en termes de mentalité, où on se dit, va falloir commencer à aller un peu plus loin dans l'automatisation. Donc j'en arrive justement au meetup Ops DevOps. C'est là où le mindset, on va dire l'état d'esprit change en fait finalement. Il va falloir passer à cette étape-là. J'arrive aux premières missions DevOps où j'accompagne justement des développeurs à utiliser des outils comme GitLab, Git. Et aujourd'hui, je vous refais encore un retour d'expérience sur ce premier meetup. Donc 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, il y a 2 ans, en fait, j'avais parlé beaucoup de la technique, de la méthode, de la philosophie. J'avais séparé vraiment les compétences, les valeurs, l'état d'esprit. Et j'ai fait ça un peu de manière assez égale, finalement. Mais on devait retenir vraiment qu'une seule chose aujourd'hui, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset DevOps qu'il faut avoir. Que finalement, la technique et la méthode, on va le voir par la suite. Mais finalement, ça reste pas. Et quand on parle de reste, ça reste pas. Et la technique, finalement, elle est un peu éphémère. Effectivement, moi je suis déjà arrivé sur les premiers projets où Jenkins, on est en train de s'en débarrasser. Et alors que quand j'ai commencé il y a 6 ans que je commence à m'intéresser au sujet du DevOps, Jenkins c'était le produit. Allez. Oui, pas pour la suite. L'image était révélatrice. L'image est très révélatrice, mais bon, avec quelques stats, c'est quand même un peu mieux quand même. Donc là, c'est les recherches Google, donner un ordre d'idée. Et on voit qu'il y a un GitLab qui était arrivé. Là, on en parle juste après, je dirais 2011-2012. Ça monte petit à petit en plan sous-marin. Jenkins est encore supérieur et d'un coup, il y a vers 2018, il y a une inversion produit. C'est vrai que je vais regarder pourquoi. Peut-être parce que c'est un outil qui fait tout, finalement, GitLab, par rapport à Jenkins. Moi, je pense que c'est la facilité de la centralisation de tes processus. Avant, tu avais Jenkins qui devait interagir avec des produits à droite à gauche. Et maintenant, tu as GitLab CI où tu as ton code source, tu peux avoir ton wiki, tu peux avoir ton repo, ou stocker tes images Docker ou tes packages. Je pense que c'est ça qui a vraiment fait marcher GitLab. On est dans... Voilà. Justement, on demande votre avis. On lance question. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, tout ça pour dire que la technique, elle est éphémère, finalement.
qu'un outil arrive, fasse un peu plus de choses et vient supplanter justement l'outil en question. Finalement, la technique, bon, c'est un investissement. Mais est-ce que ça vaut le coup justement d'investir beaucoup de temps dessus? On pourrait se dire, la méthode, elle change pas beaucoup. Alors quand je parle de méthode, je parle en particulier du Kanban, de Scrum. Je parle avant tout de ça. Dans ma mission actuelle, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une équipe qui n'implémentait pas complètement Scrum. On aurait dû le faire, on l'a pas fait. Enfin, en tout cas, si on était finalement les... Pas bien. Pas bien. Mais en fait, finalement, c'était une chance parce qu'on a réussi à délivrer du produit, de la valeur. Et finalement, on se pose des questions. Est-ce qu'on a mal fait les choses ou est-ce que le framework Scrum, il est un peu trop gros. Alors là, je vous présente la partie Scrum. On voit qu'il y a pas mal de patterns de cérémonies finalement et d'actions à faire. Donc nous, on l'avait pas implémenté entièrement. Et là, la conclusion, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de tout pour fonctionner un projet? Et donc, c'est là que je suis tombé sur une excellente chaîne YouTube qui s'appelle Scrum Life. Je vous invite, j'ai mis le QR code pour regarder justement la vidéo en question qui parle du framework agile, où justement, en fait, les patterns qu'on utilise dans l'agilité, en fait, sont pas tous utilisables. Et en fait, il y a des fois, il n'y a peut-être pas besoin de les utiliser. Donc finalement, même la méthode, en fait, se fait déconstruire. Parce que vous en pensez? Si, nous, on a eu le cas dans une équipe où, même aujourd'hui, il en est un. En fait, j'ai eu les deux cas. C'est-à-dire que j'ai eu le cas où on respectait Scrum pied de la lettre avec toutes les cérémonies. Et vraiment, il y a un moment où ça devient la réunionite. C'est-à-dire que tous les équipiers en ont marre parce qu'on passe plus de temps en réunion qu'en action, guillemets. Et le cas inverse où il n'y avait aucune réunion, etc. Et on avait juste un backlog. Quand les tickets au fil de l'eau, c'est même pas du Kanban, il n'y a même pas les restrictions d'un Kanban. Et là, par contre, on est en train d'essayer de recadrer. Du coup, en général, la réponse, c'est l'équilibre, quoi. C'est trouver ce qui est pertinent pour l'équipe. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a évolué à chaque fois. Encore une fois, on nous laisse souvent des boîtes à outils. On a l'impression qu'il faut utiliser tous les outils. Il y a des fois, si on n'a pas besoin de tournevis, on l'utilise pas et c'est tout. C'est ça. Le stand-up meeting du matin, c'est cool, je trouve, perso. Ouais, moi, dans les indispensables, il y a le stand-up, il y a la rétro, et il y a les affinages. C'est déjà pas mal, mais... Un stand-up meeting, vraiment stand-up, pas juste avoir en visio et ça dérive très très vite. Je sais pas, ça arrive. Hein. On connaît, hein, je suis le premier à sans doute faire dériver le délit du matin. Et oui, c'est important pour la synchronisation de l'équipe. Donc finalement, l'approche DevOps, finalement, qu'est-ce qu'on devrait garder? Peut-être c'est avant tout les grands principes. Finalement, alors là, c'est un peu une redite peut-être pour tous les DevOps qui sont présents. Ils ont l'habitude de voir ça. Et on a peut-être des curieux qui veulent transitionner aussi. Il y a peut-être des curieux qui veulent transitionner. Il y a certaines personnes qui n'utilisent pas forcément tout, qui n'ont qu'une seule partie du DevOps et qui sont pas encore, qui sont en train de faire leur transition. Ouais, le cas que j'ai pu voir le plus souvent, c'est mélanger automatisation et entre guillemets DevOps. Qu'ils étaient, on est DevOps parce qu'on a automatisé un maximum de processus. Mais quand tu te rends compte de la manière dont c'était fait, finalement, il fallait quelqu'un quand même pour cliquer sur chacune des étapes. Et en fait, on s'écarte un peu du Graal de l'intégration et du déploiement continu. On partit un peu de ce qu'on veut faire, quoi. Et surtout, ils oublient beaucoup de choses. Enfin, là, t'as remis les... Moi, je suis complètement en train de hijack ta présentation. Pas de souci. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont très, très dures à récupérer. Par exemple, le mesurement. Measurement. C'est d'être capable de quantifier est-ce que combien de temps on met, que tout se passe bien, est-ce qu'il y a des problèmes dans les exécutions, etc. De réussir à avoir de la valeur des KPI qui ressortent des chaînes CI/CD, ça en général c'est inexistant. Et attention parce que même des fois, même si on a des indicateurs, des fois le management et la direction s'en emparent comme c'est-à-dire qu'il faut absolument baisser ou augmenter. Et quand un indicateur devient un objectif, ça devient automatiquement un mauvais indicateur. Donc, et après, vous avez des squads qui vont essayer de tricher. C'est normal, hein, des équipes de développeurs qui vont avoir des bons indicateurs. Moi, j'ai un peu regardé tout là, donc la Calm, la fameuse boucle du DevOps, tout ça.
Et en fait, j'ai un peu amené ma recherche et je suis tombé sur un article de devox.com où justement, je suis plutôt d'accord. Alors non pas que ça reprend la même forme de schéma, hein, ils l'ont fait avant moi, mais un ops qui justement ne doit pas réitérer, enfin doit éviter justement de faire des erreurs. Parce que, voilà, même si on peut se faire des environnements de tests, de pré-prod, tout ça, on essaie justement, c'est pas dans la mentalité d'un ops, en tout cas sorti d'école, de faire des erreurs. On doit éviter, on doit justement éviter, c'est tout con, mais tout bête, mais faut éviter de faire des erreurs. Et donc quand on vous dit il faut tester, il faut casser des choses pour avancer, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Donc je me suis reconnu déjà dans la première valeur donc de développer depuis les erreurs, de faire des erreurs pour avancer, se concentrer sur l'essentiel. Finalement, l'essentiel, c'est quoi? Du code qui tourne, c'est du code déployé et qui fonctionne. C'est ça qui ramène de la valeur pour l'entreprise, pour le client, que du code qui build pas en production, du code qui est examiné, il n'est pas en production, donc il faut se concentrer sur l'essentiel. La collaboration, parce que finalement, il faut acculturer, former tous les intervenants finalement à la problématique. C'est-à-dire avoir une application qui fonctionne, il faut collaborer. On en revient au sujet de juste avant. J'étais en train de me dire qu'il y avait. Effectivement, c'est intéressant que des gens communiquent entre eux. Voilà, c'est ça. C'est en fait, on peut rappeler tout simplement que DevOps, c'est Dev plus Ops, c'est le lien entre les deux. Exactement. C'est la communication, elle est vraiment, c'est au cœur même de l'idéologie DevOps derrière. Quoi. Je crois que j'avais juste avant, je crois que c'était quoi? C'était sharing, je crois. Voilà. Le partage reste essentiel dans la fonction en tout cas. Et enfin, Polish Your Gear, à maîtriser en fait finalement ces outils et le connaître jusqu'au bout. Et finalement, ça vient en dernier. Quand même, rapidement, je vous ai mis une petite slide avec les différentes infos. Vous pouvez retrouver des replays, notamment le replay, si vous voulez récupérer le replay de cette présentation, il arrivera sur YouTube incessamment sous peu. Donc il y a une chaîne, @Extia Conseil. Si vous voulez les autres meet-up, avoir les informations sur les autres meet-up, on rappelle que nous, on a parlé un petit peu DevOps aujourd'hui, mais il y a du dev, il y a de l'agile, des choses plus soft skills, etc. Vous pouvez nous retrouver sur meetup.com. Vous avez bien évidemment un site, le site officiel d'Extia, et vous pouvez aussi retrouver Extia sur LinkedIn. Je vais vous remercier de votre attention et je vais laisser juste le mot de la fin à Léa. On se dit rendez-vous le 23 novembre prochain pour une deuxième Radio Libre, le broadcast numéro 2. À bientôt!